Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. On se retrouve une nouvelle fois dans le potager, cette fois-ci pour discuter semences. Tout simplement, parce que pour nous, faire son propre jardin, alors c'est un hobby, c'est sûr, c'est également un grand plaisir en fait de passer du temps dehors, de voir le rythme de la nature un peu différent d'une année à une autre selon la saison, de récolter ses propres fruits et ses propres légumes de façon à faire des conserves pour passer l'hiver et également pour cuisiner des fruits et des légumes ultra frais, bourrés de vitamines, d'oligo et de toutes ces bonnes choses que la nature a nous donné. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir pour nous. On prend vraiment ça, voilà, comme je dis, c'est un hobby, c'est pas une obligation. On a choisi cette maison là notamment pour le beau jardin qu'il y a autour et toutes les possibilités que ça nous offre en termes de jardinage. Et clairement le dernier point, c'est que les légumes qui ont poussé en pleine terre, qui ont pris le temps de grandir, qui ont vu le soleil, qui ont mis leurs racines dans la terre, ces légumes là, ils n'ont aucune comparaison possible avec ce qu'on trouve dans les supermarchés, des légumes importés du bout du monde qui ont poussé sous serre avec des engrais bourrés d'eau, qui ont fait finalement aucun goût, aucune saveur et qui n'apportent pas grand chose pour nos organismes en termes d'éléments très intéressants en termes nutritionnels. Donc ça c'est le pourquoi de la chose concernant le potager. Et il y a également un autre atout finalement à faire soi-même son potager, c'est que ça coûte pas grand chose. Ça demande du temps, oui, et encore selon les plantes que vous allez faire pousser, il y en a certaines qui demandent quasiment pas de main d'œuvre, d'autres qui sont un peu plus gourmandes en temps, mais globalement voilà, ça demande un peu de temps, mais ça coûte rien en fait. Vous allez acheter les semences, ça va vous coûter un petit peu, mais finalement par rapport aux quantités de fruits et de légumes que vous allez pouvoir récolter derrière, alors d'une année sur une autre, ça passera peut-être du simple au double selon les récoltes, mais en fait vous allez très vite rentabiliser l'investissement des semences ou des plants que vous allez acheter en début d'année. Donc il y a vraiment un aspect économique très intéressant et c'est notamment pour ça, je pense, qu'on revoit de plus en plus de familles qui sont en train de refaire un petit bout de potager dans leur jardin avec l'inflation, le prix de la vie qui grimpe jour après jour. Acheter des fruits et des légumes, ça peut vite coûter cher pour nourrir une famille. Et le fait de faire son potager, ça peut permettre de limiter un petit peu le budget alloué à la nourriture, au-delà du fait d'avoir des produits vraiment d'une excellente qualité. L'astuce qu'on utilise pour limiter au maximum le coût de mise en place d'un potager, en fait, c'est de faire soi-même ses semences. En termes de hiérarchie, si vous voulez avoir hiérarchiser un peu les coûts d'implantation de votre jardin, ce qui va vous coûter le plus cher, c'est d'acheter les pieds qui sont démarrés. Par exemple, des pieds de tomates que vous allez acheter en jardinerie ou chez un pépiniériste qui font déjà 15-20 cm de hauteur. Ça va vous coûter plus cher que de semer vous-même vos graines de tomates. Et ces semences, si vous les achetez, ces graines de tomates par exemple, ça va vous coûter un petit peu plus cher que si vous les faites vous-même. Il y a beaucoup de choses dans le potager où en fait finalement on peut laisser les plantes monter en graines naturellement dans son jardin et les ressemer l'année suivante. Donc ça c'est ce qu'on fait beaucoup dans notre jardin. En fait on réutilise les graines de nos propres productions. Ça a différents avantages. Donc là en termes de coût, ça coûte rien. C'est vraiment le cas de le dire. Donc ça c'est vraiment l'avantage numéro 1. Et l'avantage numéro 2, ces semences, même dans le monde agricole, on a de plus en plus d'agriculteurs qui réutilisent leurs propres semences d'une année sur une autre. En fait c'est ce qu'on appelle des semences paysannes. Ces semences paysannes, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir sélectionner les variétés, les espèces qui correspondent le mieux à votre terroir. En fait, entre un climat breton par exemple où il fait doux toute l'année, où il pleut régulièrement par rapport à un climat du sud-est où il fait très sec, on n'a pas du tout la même météo et du coup les plantes, on va les acheter au même endroit et on n'aura pas forcément la plante avec la génétique adaptée à ce terroir-là. Le fait de sélectionner chaque année le pied de tomate par exemple qui donne le plus dans votre jardin, qui est le plus résistant aux différentes maladies que vous avez, qui est le plus résistant à la sécheresse ou à la pluviométrie, vous allez ainsi pouvoir sélectionner la variété qui correspond au mieux à votre terroir. Et ça fonctionne pour beaucoup de choses. Pour les tomates, c'est très simple. Vous allez pouvoir tout simplement récupérer les graines qu'il y a, les petits pépins qu'il y a dans une tomate, les faire sécher,
correctement. Ça, j'insiste vraiment sur le fait de bien faire sécher vos graines. S'il y a de l'humidité, ça va moisir et vous ne pourrez pas les ressemer l'année suivante. Ça fonctionne aussi très bien avec genre les petits pois ou les haricots que vous allez laisser sécher vraiment sur le pied et seulement venir les récolter en fin de saison une fois que la gousse ou la peau du haricot est vraiment sec. Ça permet également pour les petits pois et les haricots en fait de laisser le temps à la graine que vous allez mettre à sécher, de laisser le temps d'absorber toute l'énergie qu'il lui faut pour pouvoir germer, pour pouvoir regermer au printemps suivant. Là où c'est très important, par contre, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est au tout départ pour les graines que vous allez acheter initialement ou les pieds que vous allez acheter initialement en boutique, c'est de prendre des pieds, des variétés anciennes ou classiques et ne surtout pas prendre des F1. Les F1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait ce sont des hybrides où on a sélectionné une variété A et une variété B, on les a hybridés, on les a mariés si vous voulez ensemble, de façon à avoir donc ce F1, ça va être les meilleures caractéristiques de la variété A et les meilleures caractéristiques de la variété B. Le revers de médaille de ces F1, donc généralement, alors l'avantage c'est qu'ils sont très productifs et ils peuvent être très résistants à certaines maladies par exemple. L'inconvénient c'est que souvent on va avoir des F1 qui ne vont pas bien, les bébés F1 si vous voulez les ressemer après, on n'aura pas la même réussite et souvent on a même des fois des plantes qui sont complètement stériles, donc vous n'allez pas réussir à avoir des petits de la F1. Donc ce qu'on fait c'est qu'on part vraiment sur des variétés souches qui permettent de récupérer de continuer à cultiver leurs petits, leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants si vous voulez l'analogie en arbre généalogique. Surtout faites vraiment attention à ça. De notre côté dans le jardin, on va laisser ainsi dépasser la maturité pour certaines plantes pour lesquelles on va vouloir récupérer ces semences-là. Alors ça peut être des tomates par exemple, comme je l'ai déjà dit, des maïs, des haricots, des petits pois. Et il y a certaines plantes où en fait on va simplement les laisser grainer et c'est la nature qui va faire les choses comme dans le monde sauvage. Ça par exemple c'est le cas pour les blettes où on va récupérer une partie des semences de blettes et forcément quand on récupère les graines quand elles sont sèches sur le pied les autres certaines vont tomber au sol et tout simplement on a une régénération spontanée l'année d'après, au printemps suivant, qui est liée à ces graines qui sont tombées dans le sol et qui ont germé par elles-mêmes. Donc ça fonctionne, cette régénération spontanée, on en a souvent pour les blettes, on en a également régulièrement pour les épinards. Ça c'est des plantes qui repartent toutes seules, à chaque fois ça se ressème de façon naturelle. Et également les pieds de tomates, ça arrive régulièrement qu'il y ait des tomates pourries qui tombent au pied de la plante mère ou alors au niveau du compost, la tomate pourrie qui se désagrège et quand on vient épandre le compost dans le jardin, l'année d'après on a des fois des pieds de tomates qui réapparaissent de façon spontanée un peu partout dans le jardin. Tout simplement c'est ces petites graines là qui ont fini par germer l'année d'après. Donc ça c'est vraiment sympa, on les laisse, ça donne un jardin qui ressemble des fois à rien si vous avez l'esprit très jardin à la française où vous avez vos rangs de pieds de tomates et il ne faut pas que ça dépasse d'un cheveu ailleurs. Donc ça donne un aspect naturel, spontané au jardin et c'est vraiment intéressant une nouvelle fois pour l'aspect économique et pour l'aspect terroir d'avoir vraiment des variétés adaptées à cet environnement. Le conseil donc que je peux vous donner à ce moment de la saison où l'été est déjà bien avancé, c'est de laisser quelques fruits, quelques plantes monter en graines tranquillement dans votre potager de façon à pouvoir récupérer de la semence pour l'année prochaine, de façon à réduire le coût d'implantation de votre potager 2024 et également au fur et à mesure de sélectionner les variétés qui correspondent le mieux à votre région, à votre terroir à vous. Faites bien attention de vous rappeler, est-ce que c'est des plants F1 que vous aviez en 2023 ou des plants entre guillemets rustiques, des variétés souches. Si c'est du F1, ne récupérez pas les graines. Tant pis, faites attention en 2024 quand vous commanderez vos graines, quand vous les achèterez, à prendre bien des variétés, des souches historiques, on va dire, si vous voulez vous lancer dans cette multiplication naturelle dans votre potager.
En faisant ça, vous aurez ainsi un jardin vraiment sympathique, d'une part pour les pollinisateurs, pour toutes ces plantes que vous allez pouvoir laisser monter en fleurs par exemple si elles ne fleurissent pas d'habitude. Donc ça va être sympa pour les insectes. C'est aussi des ateliers qui sont vraiment sympas de se dire ce pied de tomate là c'est vraiment mon pied de tomate à moi, c'est la graine que j'ai récoltée l'année dernière qui est en train de pousser dans mon jardin. Donc ça c'est une sacrée reconnaissance, c'est vraiment super sympa. Et ça peut aussi, alors ça plaira à certains, ça plaira moins à d'autres, avoir des surprises. Donc d'une part, voilà, ces graines qui vont germer toutes seules parce qu'elles seront tombées au sol sans que vous fassiez attention et elles vont germer de façon spontanée. Donc vous allez avoir un peu un jardin, j'allais dire bordélique pour certains. Pour moi j'aime bien, c'est rigolo, vous vous promenez dans le jardin, des fois vous observez des plantes qui n'auraient rien à faire dans ce coin-là. C'est rigolo, ça fait un peu une chasse aux œufs de Pâques un peu tout au long de l'année. Là où je dis que ça peut étonner certains et énerver d'autres, c'est que des fois vous pouvez avoir des plantes qui vont des pieds qui vont s'hybrider. Par exemple les tomates, si vous avez des grosses tomates cœur de bœuf et des petites tomates cerises, c'est les mêmes fleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous allez avoir des lignes de plantes de tomates cerises, des lignes de plants de cœur de bœuf, et en fait quand vous allez vouloir récupérer les graines, et pour certaines plantes c'est possible que vous allez vous retrouver l'année d'après avec un hybride, un mélange entre les deux plantes initiales. Donc des fois ça va vous faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en termes de forme, en termes de couleur. Mais pour nous ça c'est la nature, ça nous donne des courges des fois qui sont pas forcément de la forme qu'on voudrait, en tout cas à laquelle on s'attendrait. Ça peut donner des mariages de saveurs différents de ce qu'on attendait également. Nous on trouve ça sympa. Si vous voulez absolument avoir votre tomate cerise pure et dure, ces semences autoproduites c'est peut-être pas l'idéal. Quoique vous pourriez, en fait, pourquoi est-ce que ça se mélange ces variétés là? C'est les pollinisateurs qui se promènent de fleur en fleur et qui vont bazarder du pollen de variétés différentes sur d'autres fleurs. Ceux qui font vraiment de la multiplication variétale, si vous voulez absolument garder votre tomate cerise pure et dure, en fait ce qu'il faudrait faire, ce serait de protéger la fleur. Ça on ne l'a jamais fait, je sais que ça se fait parce que je l'ai vu sur internet, sur des sites de maraîchage, etc. En fait vous allez devoir protéger la fleur du pied de tomate que vous voulez multiplier, de façon à ce que les abeilles ne viennent pas mettre un pollen d'une autre espèce à ce niveau là. Donc ça devient ultra compliqué, je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans la pratique, comment est-ce qu'il faut faire. Mais toujours est-il, ayez en tête, si vous faites vos variétés, vos sélections de semences à vous de votre potager, vous aurez peut-être des mariages un peu étonnants qui se seront réalisés pour des plantes d'une même espèce. Mais après tout, dites-vous que finalement c'est comme ça aussi qu'on trouve de nouvelles variétés. C'est en mélangeant des plantes les unes avec les autres, on observe ce que ça donne. Donc on revient finalement à l'histoire même du potager, à l'histoire même du jardinage. Ça c'est vraiment très intéressant. Par contre, là où ça a ses limites, c'est qu'au bout d'un moment, c'est possible que les graines que vos variétés se fatiguent en fait. Et on a régulièrement, on réintègre des graines du commerce, des graines fraîches entre guillemets, on les réintègre, on fait genre 1/3 de graines nouvelles pour 2/3 de graines autoproduites, et ça permet de renouveler tranquillement ces graines qui peuvent être un peu fatiguées des fois avec la conservation au niveau par exemple du garage qui n'est pas toujours l'idéal en termes de température et d'hygrométrie pour passer l'hiver pour ces petites graines là. Cette année, il y a 2 plantes notamment que je prévois de multiplier de façon naturelle ainsi. C'est le calendula. C'est la première année où on a semé du calendula. Les fleurs, l'idée derrière, c'est de pouvoir m'en servir pour fabriquer des macérats huileux, etc. qui sont ultra intéressants pour les produits cosmétiques. Ça se bastonne chez les chèvres, c'est rien. Donc voilà, l'idée c'est de ça pour les calendulas. C'est une semence qui peut coûter assez vite cher si vous voulez en faire beaucoup. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté de la semence cette année-ci, on l'a semée, ça a fait des super belles fleurs. Et je me suis retenue de ne pas les cueillir pour faire ces macérats huileux. Je les ai laissés monter en graines. L'idée ça va être de récupérer ces graines là pour les multiplier, les ressemer l'année prochaine, avoir une belle parcelle de calendula, et enfin en 2024 je pourrai récolter les fleurs de calendula pour faire ces macérats huileux. Donc ça demande un peu de patience, de se retenir, de ne pas cueillir alors que c'était l'objectif premier de faire ces macérats huileux là.
ces plantes que vous allez laisser monter en graines, en plus l'idée là me vient à l'esprit en discutant avec vous, c'est qu'en fait vous pourriez aussi envisager pour les cadeaux de Noël, d'anniversaire ou je ne sais quelle occasion, ça peut être super sympa de faire des cadeaux de graines produites de votre potager. Voilà, c'est les intentions qui sont, en tout cas moi, qui me plaisent beaucoup pour des plantes qui sont assez particulières. Voilà, ça peut, je balance ça comme ça peut être une idée de cadeau écologique, zéro déchet, zéro impact environnemental, si ce n'est un impact positif pour l'environnement. Bref, voilà, pour le calendula. L'autre atelier que je vais faire cette année, ce sera courant août, donc gardez en tête ça, c'est un atelier qui est à faire en août, c'est la multiplication des fraisiers. Les fraisiers, vous avez certainement déjà vu, il y a le pied principal, le pied mère, et courant d'été, à partir du mois de juin, ce pied mère fait des stolons. En fait, elles vont faire une grande cordelette, si on veut ça, c'est un peu le cordon ombilical, et au bout de ce cordon-là, elle va refaire un nouveau pied. C'est donc ce stolon-là. En fait, c'est la façon naturelle pour le fraisier de se multiplier. Ce qu'on peut faire alors, il faut que ce soit, vous ne faites pas ça sur les fraisiers de première année. Si c'est des plants de fraises que vous avez plantés au printemps qui font ça, il faut absolument couper ce stolon-là de façon à ce que le pied mère se développe correctement. Parce qu'en fait, le stolon, c'est une nouvelle fois, c'est comme un bébé. Ça va venir pomper l'énergie de la mère. Alors, toute analogie, bon, voilà, je m'aventurerai pas plus loin. Mais donc voilà, pour les fraisiers 2023, je vais couper ces stolons-là et ça ira au compost de façon à vraiment que le pied mère se concentre sur son énergie à elle, de façon à faire des belles fraises, notamment si c'est des fraisiers remontants, ou à réaccumuler des réserves pour passer l'hiver. Par contre, pour les fraisiers qui en sont déjà à leur deuxième année, donc des fraisiers que vous auriez implantés en 2022, là vous pouvez récupérer les stolons. C'est assez simple à réaliser. Vous allez venir, alors je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si j'y pense, mais en gros le principe c'est que vous allez laisser le bébé, le stolon, vous allez le laisser relié à sa mère. Par contre le stolon, vous allez venir le mettre dans un petit pot de terreau de façon à ce que les racines puissent s'implanter dans ce pot de terreau là. Le stolon, le bébé, va venir développer ses racines dans ce pot de terreau que vous viendrez arroser quand même régulièrement. Pensez à l'arroser parce qu'il n'y a pas de réserve d'eau dans un pot de terreau. Et il va venir dans un premier temps s'appuyer sur le pied mère pour se nourrir. Et c'est ce petit filament, en fait, cette liane qui le relie à la mère qui va servir de tuyauterie finalement pour les éléments nutritifs. Et quand il sera assez gros dans son petit pot, le bébé, vous allez pouvoir venir couper le cordon qui le relie au pied mère et vous avez ainsi un nouveau pied de fraise que vous allez pouvoir venir réinstaller tranquillement de façon à renouveler votre massif de fraises. Donc ça, c'est à faire plutôt sur le mois d'août. J'essaierai de filmer si j'y pense, si la météo s'y prête et compagnie. Gardez en tête, ça pour les fraisiers, ça peut être super intéressant. Ça, c'est pour les plantes, à vraiment parler du potager. Il y a également des possibilités de multiplier notamment tout ce qui est arbustes de petits fruits. C'est comme ça qu'on a fait un parterre à moindre coût devant la maison. Pour tout ce qui est, j'allais dire, tous les cassis par exemple, les casseilles, donc c'est un mix entre le cassis et la groseille, et les groseilliers, ça fonctionne très très bien par simple bouturage. En fait, vous allez venir couper une branche d'un pied mère, vous allez la mettre dans un peu de sol avec voilà, de l'eau, vraiment l'humidifier, et en fait, cette branche-là va refaire des racines. Il faut prendre son temps, il faut penser à la surveiller et ensuite vous allez venir tout simplement la remettre en terre. Donc ça c'est vraiment ultra simple et vous avez encore plus simple. Alors les framboisiers, eux, ils se multiplient tout seuls. Donc ça vous allez laisser un framboisier va venir faire des petits qui vont repartir du sol au fur et à mesure de sa vieillesse, au fur et à mesure de son âge. Donc pour les framboisiers, ça se fait de façon très tranquille. J'ai pas réussi à faire de bouture de framboisiers. Ça pour le coup, autant ça a très bien marché pour les groseilles, etc. Autant pour les framboisiers, ça n'a pas fonctionné. Et il y a également certaines plantes comme par exemple les mûriers.
donc mûrier ou ronce selon ce que vous avez dans votre jardin, et d'autres plantes plutôt décoratives comme les jasmins. On a un jasmin d'hiver qu'on a propagé comme ça. C'est des plantes qui aiment bien, alors je crois que c'est du marcottage, il faudrait que je revérifie le terme. En fait, vous allez venir prendre une branche, vous ne la coupez pas, vous la laissez sur le pied mère. Cette branche là, vous allez venir la plier de façon à ce qu'elle touche le sol, la terre à un endroit. Donc vous allez venir la bloquer soit avec un caillou selon la souplesse, soit avec une ficelle. Mais l'idée c'est de venir mettre en contact une branche toujours vivante, la mettre en contact avec la terre. Et en fait cette branche là, c'est comme le même principe que le stolon du fraisier. Elle va rester accrochée au plan mère, donc elle va avoir les éléments nutritifs par les racines de la plante historique. Et pendant ce temps-là, le fait qu'elle soit en contact, que son épiderme en gros soit en contact avec la terre et avec l'eau de la pluie, etc. Et ben les cellules, c'est vraiment un truc bizarre dans les végétaux, mais les cellules qui fabriquent, qui normalement ferait une branche, ces cellules-là vont se modifier et vont se transformer pour fabriquer des racines. Et au niveau vraiment de la partie où c'est dans le sol, et donc en fait ça vous allez venir pouvoir l'année d'après couper ce qui relie donc la branche qui est dans le sol, qui est toujours accrochée au pied mère, vous allez venir la couper. Et vu comme elle aura fait ses racines à elle, et ben ça va repartir tout simplement comme ça. Ça c'est ce qu'on a fait du coup notamment pour le jasmin d'hiver. Donc on espère pouvoir faire toute une bordure comme ça de jasmin d'hiver. Ça se fait vraiment très très bien. Les mûriers, c'est également ce qu'on a fait. On a récupéré des mûriers chez le voisin. On les a propagés ainsi, ça se fait vraiment très très bien. Le mûrier, vous pourriez aussi le faire en bouturage, en coupant vraiment une branche et en la mettant en terre, ça fonctionne aussi très très bien. Mais le principe naturel de propagation du mûrier, c'est ainsi. C'est une branche qui va venir toucher naturellement le sol, qui va venir faire des racines et qui va pouvoir se séparer du pied mère. Donc ça c'est vraiment tip top pour les petits fruits. Pour le coup en plus c'est des choses qui ne demandent pas d'entretien au quotidien. Il y a juste à récolter, à faire un peu de taille en fin d'hiver et c'est magique. Voilà nos astuces pour limiter au maximum le coût d'implantation des potagers. Ça donc il faut bien l'avoir en tête si vous voulez vous lancer là-dedans courant d'été, de façon à laisser des plantes mûrir jusqu'au bout, de façon à récupérer leurs semences. Si vous vous décidez, au printemps ce sera peut-être un peu tard. Donc voilà, c'est des choses, le jardinage en fait c'est beaucoup d'anticipation sur du moyen terme. Quand on est en été, il faut déjà penser à la saison d'implantation suivante, au printemps suivant. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.